Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur, et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants.
c'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalise 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmait à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord,
Comment le calendrier Maya fonctionne-t-il? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolkin. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 maniques et 14 pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure? Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair, ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente.
La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture. Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants. Peux-tu me dire quelle date nous sommes aujourd'hui? Rien de plus simple. Il te suffit de regarder ton smartphone et le tour est joué. Tu connais immédiatement le jour, le mois et l'année. Mais a-t-il toujours été aussi facile de connaître la date? Nos ancêtres avaient-ils même le concept d'une année qui dure 365 jours? Oui et non. Les calendriers mayas, eux, avaient des cycles. C'est proche de ceux que nous appelons une année. Mais le cycle maya était beaucoup plus long. 819 jours. Et c'est là que le mystère commence. 819 jours par rapport à quoi? Quand ce calendrier commence-t-il et quand se termine-t-il? Les scientifiques se posent cette question depuis des décennies. Ils ont découvert et déchiffré le calendrier maya dans les années 1940. Récemment, 2 scientifiques américains, John Linden et Victoria Bricker, ont proposé une solution. Qu'ont-ils fait de différent de leurs prédécesseurs? Le duo a déchiffré le code en élargissant sa réflexion. Ils ont étendu ce calendrier de 819 jours à 45 ans. C'est 20 fois plus long que le cycle original. Et une certaine logique a commencé à émerger. Il s'agit d'une avancée majeure.
car les Mayas mesurèrent le temps d'une manière très complexe. Oublie les chiffres arabes, faciles à lire, dont nous disposons aujourd'hui. Ces peuples anciens utilisaient des glyphes. Il s'agit de minuscules images représentant des caractères, un peu comme les icônes sur ton bureau ou les symboles universels. Lorsque tu vois un petit point surmonté de 3 lignes courbes, tu sais qu'un réseau Wi-Fi est disponible. Le calendrier Maya utilisait des glyphes qui représentaient des animaux ou des phénomènes naturels. Par exemple, il y avait des symboles représentant un jaguar et un aigle. Chaque glyphe marquait un jour. Chaque cycle est répété 4 fois, soit 819 jours x 4. Appelons ces 4 cycles des blocs. Les Mayas coloraient chaque bloc différemment. Les chercheurs pensaient que ces couleurs correspondaient aux 4 points cardinaux. Le rouge correspondait à l'est, le blanc au nord, l'ouest au noir, et, enfin, le jaune indiquait le sud. Puis les années 1980 sont arrivées. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas la décennie la moins étrange. Il s'est avéré que ces calculs étaient erronés. Les chercheurs ont alors déterminé que les couleurs étaient associées à la position du soleil dans le ciel. Ainsi, la couleur jaune représentait le point le plus élevé du soleil, autrement dit son zénith, et le blanc représentait son point le plus bas, appelé nadir. Il semble donc que ce calendrier ait montré à quel point les anciens Mayas étaient doués pour l'astronomie. Ceci est particulièrement évident à Chichén Itzá. Cette cité maya de premier ordre est située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Une impressionnante pyramide à degrés s'y dresse. Elle est dédiée à Quetzalcoatl, la divinité serpent à plumes, et son alignement est parfait. 2 fois par an, il s'y produit quelque chose de merveilleux, lors des équinoxes de mars et de septembre. Ce sont ces moments où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. À ces 2 dates, le jour et la nuit durent dans le même temps. Sur le site de la pyramide, la lumière du soleil éclaire d'abord la sculpture de la tête de serpent à la base de la structure. Puis elle gravit les 91 marches. Cela crée l'illusion qu'un serpent arpente la pyramide. Aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle. Celui-ci devait être encore plus impressionnant au moment où les Mayas ont achevé la structure, entre 1050 et 1300 après JC. Et sais-tu ce qu'est une période synodique? Moi non plus, mais les astronomes mayas, eux, le savaient. Une période synodique est le temps qui s'écoule avant qu'un corps stellaire ne fasse un tour complet. Par exemple, il s'agit de la période entre 2 pleines lunes. Depuis la Terre, cette période dure environ 28 jours. Les Mayas observèrent le ciel en permanence. Ils consignaient soigneusement les périodes synodiques de toutes les planètes. De Vénus à Saturne, ces astronomes anciens ont recensé presque tous les corps célestes. Mais quel est le rapport avec leur calendrier? Les calculs des chercheurs américains ont révélé le lien. Prenons l'exemple de la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Sa période synodique est de 117 jours. Multiplie ce chiffre par 7 et tu obtiendras quel nombre? 819. Exactement. Une coïncidence? Certainement pas. Car les périodes synodiques des autres planètes correspondent aussi parfaitement à ce nombre magique. Mais cela n'est pas visible à partir d'un seul cycle maya. Les scientifiques ont dû l'étendre plusieurs fois pour découvrir cette configuration. Il y a une raison pour laquelle personne n'a pu déchiffrer le code pendant si longtemps. On ne s'est concentré que sur une seule planète. L'astuce consistait à additionner les calculs mayas pour chacune des planètes. Les chercheurs devaient simplement avoir une vue d'ensemble. Cela nous amène à l'année 2012. Te souviens-tu que certains pensaient que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre? Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui en vie et en bonne santé. Mais qu'est-ce qui a lancé cette fausse rumeur? Le calendrier Maya, Pardi. 6 peuples anciens ont basé leur calendrier sur de longues périodes de toutes les planètes. Cela impliquait beaucoup de mathématiques compliquées et de multiplication. Cette date de 2012 correspondait simplement à la fin de leur cycle. C'est ce qu'on appelle le compte long, et cette période est l'équivalent de notre année grégorienne. Pour les Mayas, 2012 était un peu comme le 31 décembre pour nous. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle dans lequel ils mesuraient le temps. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Les fêtes de fin d'année sont peut-être un peu folles, mais le monde ne s'arrête pas le 1er janvier. Les Mayas ne se contentaient pas d'étirer leur calendrier. On parle bien, là, du fameux caoutchouc. Oui, tu as bien entendu. Ces peuples anciens s'étaient capables de concevoir différentes qualités de caoutchouc 3000 ans avant que le célèbre américain Charles Gould ne le fasse. Ils extrayèrent le latex naturel de l'EVA. Il s'agit d'une substance laiteuse, qui peut être transformée en caoutchouc naturel. Et ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les chercheurs ont trouvé des preuves que leurs voisins aztèques et olmèques faisaient de même. Mais que faisaient-ils de tout ce caoutchouc? Ils n'avaient pas besoin de pneus de bagnole, ça c'est certain. Mais c'est toujours cool d'avoir une belle paire de sandales pour la plage. Les conquistadors espagnols ont écrit au sujet des chaussures à semelles en caoutchouc que portaient les indigènes. Malheureusement, les archéologues n'en ont toujours pas retrouvé. Ce serait pourtant un grand pas pour l'archéologie.
Les Mayas jouèrent donc avec le caoutchouc, littéralement. Les chercheurs pensent ainsi qu'ils fabriquaient des balles en latex. 16 balles étaient particulièrement élastiques et leur taille variait de celle d'une balle de baseball à celle d'un ballon de foot. Le jeu de balle Maya, ou pits, comportait 2 arceaux. Tu penses sûrement au basketball, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les arceaux étaient fixés sur des murs à 7 mètres de hauteur, comparé à la norme de la NBA, qui n'est que de 3 mètres. Et ces arceaux étaient inclinés sur le côté. L'histoire des Mayas a aussi un côté sucré. Ce peuple ancien appréciait le chocolat. En fait, le mot moderne de chocolat vient probablement du mot xocolatel, issu de leur propre langue. Celui-ci signifiait « eau amère ». D'accord, on comprend la partie amère, mais pourquoi de l'eau? Les Mayas ne produisirent pas de chocolat sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ils ne fabriquaient pas de tablettes de chocolat, ils se contentaient de le boire. Ces fèves de cacao écrasées constituaient une excellente boisson. Les Mayas ont perfectionné le mélange au fil du temps et y ont même ajouté des épices. Quelqu'un veut-il d'une boisson chocolatée piquante avec de la bouillie de poivron et de la farine de maïs? Qui sait, cette boisson avait peut-être bon goût. Les fèves de cacao étaient sacrées et servaient également de monnaie d'échange. Les chercheurs pensent par ailleurs que toutes les classes sociales pouvaient en profiter. Aujourd'hui encore, l'idée d'un chocolat gratuit pour tous semble plutôt séduisant. Mais où les Mayas se procuraient-ils de l'eau potable pour leur boisson à base de cacao? Par le plus ancien système de filtration de l'hémisphère occidental. Il était basé sur l'action des éolytes. Il s'agit de minéraux contenant des composés d'aluminium et de silicone. Et devine quoi? Les purificateurs d'air et d'eau modernes utilisent toujours ce même matériau. La technologie Maya l'emporte encore une fois. En Europe, Roger Bacon a mis au point un système de filtre à sable en 1627, quelques 1800 ans après les Mayas. Mais qu'en est-il des régions dépourvues de rivières, de lacs ou de sources? Les ingénieurs Mayas avaient encore une fois tout compris. Il s'agissait d'exploiter l'eau de pluie. Ils creusaient de grands réservoirs dans la roche calcaire. Ensuite, ils enduisaient ces cavités souterraines d'une couche de matériaux étanches. La dernière étape consistait à creuser de petits canaux qui recueillaient l'eau des collines situées au-dessus. Les scientifiques ont estimé qu'un seul de ces réservoirs pouvait contenir en moyenne 38 000 litres d'eau de pluie, de quoi remplir 55 de nos jacuzzis modernes. Une petite question. Penses-tu que l'Atlantide pourrait avoir existé? Elle demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Sa légende a commencé avec Platon, il y a très longtemps en Grèce ancienne. Le récit d'une civilisation qui aurait vu le jour et aurait prospéré avant la nôtre. L'Atlantide était, selon le mythe, une société très avancée sur le plan technologique, un peu comme celle des Mayas. Mais, ainsi que le raconte la légende, c'est à cause de la cupidité de ses habitants qu'elle aurait été détruite, ses villes disparaissant, submergées par un immense déluge. Diverses théories ont été avancées au sujet de l'emplacement géographique de cette île mythique. Certains disent qu'elle se trouvait dans la Méditerranée, d'autres qu'elle est située sous le triangle des Bermudes. Mais comme la science nous le suggère, l'Atlantide n'est sans doute qu'une allégorie de l'humanité. Aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs villes sous-marines étonnantes dont tu n'as jamais entendu parler. Elles ont bel et bien existé et ne sont pas de simples légendes. Nous allons tout d'abord faire une excursion dans la cité engloutie de Baïa, sur la côte italienne. Connue comme une sorte de Las Vegas de l'Empire romain, Baïa était un lieu de villégiature. L'élite romaine se rendait pour se divertir dans cette sorte de spa en plein air qu'était Baïa. Tu peux visiter la ville submergée accompagnée de professionnels de plongée sous-marine et observer de très près cette magnifique sculpture romaine parfaitement conservée, une véritable merveille subaquatique. Tu peux aussi apercevoir des temples et des bâtiments effondrés à bord d'un bateau à fond vitré. Voici un musée tout recouvert de mousse, le nymphée de l'empereur Claude. À ta gauche, tu apercevras une collection de statues grecques classiques. En descendant la Via Herculeana, tu arriveras à la Villa Protiro. Les villas sont des maisons de style italien, et ici tu pourras admirer leur sol en marbre d'origine. Leurs motifs noirs et blancs aux formes étonnantes. Ensuite, tu arriveras à Portus Julius, avec ses murs effondrés visibles au fond de la mer. Tu verras des colonnes et des sols en calcaire bien conservés. Tu pourras aussi contempler les ruines et les thermes de Lacus. Leurs mosaïques multicolores sont vraiment exceptionnelles. Si tu t'approches suffisamment, tu pourras voir des fragments de pierre orange, bleu et vert. À la Villa Pilla dei Pisoni, tu découvriras 25 piliers romains bien conservés. Les arches et les fresques non loin sont impressionnantes, tout comme l'ampleur de ce trésor abrité par les eaux. La ville était située sur un sol volcanique.
Il y avait donc des sources d'eau chaude à volonté. Les gens s'y rendaient pour se détendre, mais pas n'importe qui. Parmi ceux qui fréquentaient cet endroit figurent certains des plus grands empereurs et personnalités de l'époque. Ceux dont on nous parle à l'école, Néron, Cicéron, César. Mais vers le 8e siècle, la ville luxuriante a été mise à sac, puis abandonnée. Lentement, le niveau de la mer est monté, et la cité a peu à peu été engloutie. Tu passes tes vacances d'été au large de la côte grecque, à 4 heures d'Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, à Pavlopétrie plus précisément. Tu as apporté ton tuba pour aller faire de la plongée par une magnifique journée ensoleillée. Au bout d'un certain temps sous l'eau, tu commences à remarquer des motifs au fond de la mer. À 4 mètres sous la surface, les contours d'objets familiers t'apparaissent les uns après les autres. Puis tu continues à nager, et bientôt tu aperçois ce qui ressemble à une ville. Tu te demandes comment l'eau a pu submerger cette cité. Certains rochers sont parfaitement alignés et forment ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. C'est Nicholas Fleming, un océanographe britannique en vacances en Grèce, qui a découvert Pavlopétrie. Il documentait les vestiges abandonnés dans les fonds marins. Son équipe a fini par trouver un site entier rempli de poteries, de récipients pour le stockage, ainsi que des outils. Des moulins à bras par exemple, servant à moudre le grain afin de le transformer en farine. Les nombreuses amphores découvertes par la suite indiquent que ce site remonte à l'âge du bronze, soit il y a 5500 ans, quand les gens ont commencé à s'installer en communauté sédentaire. On pense que cette cité portuaire a été fréquentée pendant plus de 2400 ans. Pavlopétrie est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne ville engloutie jamais découverte. Et c'est d'autant plus impressionnant de constater qu'il ne s'agissait pas d'un simple village, c'était une véritable ville, avec des bâtiments en pierre, un marché, des rues et même des places. Continuons notre exploration à la découverte d'autres villes sous-marines. Tu plonges au large de l'archipel des Ryukyu. Les eaux du Pacifique sont loin d'être calmes. Un fort courant t'entraîne dans les profondeurs de la mer. Soudain, tu aperçois une énorme structure éclairée par le soleil qui traverse jusqu'au fond des eaux. Au début, cela ressemble aux ruines de Machu Picchu, situées sur l'autre côté du globe, au Pérou. En t'approchant, tu découvres lentement ses formes. Une structure en forme de pyramide, des arches, des escaliers. Quelque chose qui aurait pu être un palais ou un château. Tout cela pourrait être le signe d'une activité humaine ancienne. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni, mais on l'appelle également l'Atlantide du Japon. Le monument entier fait environ la taille de 5 terrains de football, et sa hauteur est celle d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante, ces vastes terrasses faites pour accueillir de grands rassemblements. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni existe depuis 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure construite par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet d'un débat. Selon le meilleur géologue marin du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Kimura a plongé dans cette zone afin d'explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. D'après lui, on y trouve des signes évidents d'activité humaine. Le bassin triangulaire, situé à la surface du monument, est caractéristique, par sa forme symbolique, des fontaines historiques de la région. Il y a aussi une tortue géante sculptée sur le flanc oriental de la structure. Et selon Kimura, les tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site. Ils auraient été fabriqués il y a 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul bloc de roche les pousse à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes, ainsi que ses surfaces planes, ressemblent à cette formation naturelle présente en Irlande du Nord, et connue sous le nom de chaussée des géants. Un ensemble de colonnes de basalte imbriquées fait penser au parvis d'un palais. Mais celles-ci sont plus probablement le résultat de l'activité volcanique locale. Continuons ensemble notre exploration sous la surface. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres au monde, et aujourd'hui transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal en Jamaïque n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'une des cités les plus riches de l'hémisphère occidental. Port-Royal était alors un centre important de l'Empire britannique. Son activité commerciale attirait des voyageurs provenant des 4 coins du monde. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Mais au matin du 7 juin 1692, le sort des habitants de Port-Royal a pris une tournure absolument inattendue. Les tavernes et les restaurants, toujours débordants de vie, se sont mis à trembler. La population s'est réveillée au milieu d'un immense séisme dont la magnitude est estimée aujourd'hui à 7,5 sur l'échelle de Richter.
Un des survivants a dit avoir vu la terre s'ouvrir et engloutir toute la ville. Ce qu'il a affirmé pourrait être vrai, car l'agglomération était principalement construite sur du sable. Le sol a littéralement aspiré les bâtiments, les routes et tout ce qui s'y trouvait là. Des geysers sont entrés en éruption et finalement des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares ont disparu sous l'eau. Et étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle reposent en bon état à 12 mètres de profondeur. Dans ces ruines, les archéologues ont trouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des bâtiments de loisirs utilisés à des fins diverses. Tu peux aussi voir la grande statue d'un lion, un pont submergé ainsi que de nombreuses arches pittoresques. Et si on allait faire un tour en Inde, non loin de son littoral, se trouve une autre merveille. Un site que l'on a nommé la cité perdue de Cambay, qui repose dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, jusqu'à ce que l'Institut national des technologies océaniques décide d'aller analyser l'eau de la zone. Grâce à la technologie du sonar qui envoie une sonde sonore jusqu'au fond de la mer, l'équipe de l'Institut a fait une découverte, très loin sous la surface. Les images rapportées montraient des formes géométriques réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans. Ce qui veut dire que cette civilisation a disparu à peu près à la fin de la dernière période glaciaire. Parmi les débris récupérés sur le site, on trouve des matériaux de construction, des poteries, des perles, des sculptures et même des os. Les scientifiques ne sont pas tous convaincus de la véritable provenance de ces objets. Mais si c'est bien de là qu'ils proviennent, cela ferait de la ville perdue de Cambay la plus ancienne civilisation connue au monde. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ses mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières.
Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'un cinquième des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argoland s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argoland ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argoland s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes.
Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Imaginez que vous ayez été choisi pour répondre à l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Quelle a été la première civilisation sur Terre? La description du poste est simple, mais la tâche est extrêmement difficile. Vous devez déterrer la preuve de la première civilisation officielle du monde. Étaient-ce les Sumériens en ancienne Mésopotamie? Ou étaient-ce les anciens Égyptiens répartis le long du Nil? Sans vouloir vous mettre la pression, l'histoire est littéralement entre vos mains. Bonne chance! Puisque vous ne pouvez pas remonter le temps et visiter l'ancienne Mésopotamie pour obtenir les réponses à vos questions, vous devrez rechercher dans les bases de données des musées afin d'obtenir quelques indices. Avant toute chose, nous avons besoin d'une définition de ce qui est considéré comme une civilisation. Il ne s'agit pas seulement de milliers de personnes regroupées et vivant harmonieusement. Il y a certains éléments clés qui, ensemble, font d'un groupe de personnes une civilisation. Comme, par exemple, le domaine de l'urbanisme, autrement dit, la construction de villes, les systèmes d'irrigation et l'écriture. Vous décidez de commencer votre recherche en plongeant profondément dans l'histoire des Sumériens, qui occupent aujourd'hui la position de première civilisation du monde. Maintenant, imaginez être le premier de votre espèce. Cela signifie ne pas avoir d'exemples externes. Cela signifie plutôt partir de zéro. Première chose dont vous aurez besoin, un lopin de terre. Et comme il n'y avait pas de compagnie des eaux actives à cette époque, vous aurez besoin d'un terrain avec un accès facile à l'eau. Donc, les Sumériens se sont installés entre deux grands fleuves appelés l'Euphrate et le Tigre, dans le sud de la Mésopotamie vers 5000 avant notre ère. Fait amusant, la Mésopotamie se traduit par « la terre entre deux fleuves ». Sur une carte moderne, c'est à peu près là où se trouve l'Irak aujourd'hui. En plus de la terre, une civilisation a besoin de moyens pour obtenir de la nourriture. La civilisation sumérienne a dû faire face à un climat sec et chaud, mais ils ont réussi à faire prospérer l'agriculture dans la région. En détournant les eaux des rivières et en créant des réservoirs et des barrages, les Sumériens ont permis à une série de colonies d'émerger à travers les plaines de Mésopotamie. La célèbre ville de Babylone en faisait partie. Vous savez, la ville qui aurait eu ses jardins suspendus? Je dis supposément parce qu'aucune preuve définitive de l'existence réelle de ce monument n'a été trouvée. Cependant, il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique et cité comme un exploit remarquable d'ingénierie dans un livre ancien publié vers 290 avant Jésus-Christ. Bien qu'aucune trace des jardins de Babylone n'ait été trouvée, les Sumériens étaient reconnus comme des bâtisseurs extrêmement habiles. Leur ville était remplie de constructions en briques de boue, et les plus impressionnantes étaient connues sous le nom de ziggourats, des pyramides à degrés construites à des fins spirituelles. Les Sumériens ont construit un réseau commercial pour compléter les ressources rares et ont commencé à échanger des marchandises avec des civilisations émergentes à proximité, comme l'Anatolie et l'Égypte. Le début du commerce a poussé les Sumériens à développer ce que l'on croit être le premier système d'écriture au monde. Il a commencé comme un système simple, datant probablement de 3400 avant notre ère. Dans ce système, chaque syllabe était représentée par un dessin.
Par la suite, il a progressivement évolué en un système d'écriture cursive totalement développé. Ne me crois-tu pas? Jette un œil à cette pièce de l'époque babylonienne. Cette immense plaque de basalte est appelée le Code de Hammurabi. Elle est reconnue comme la première collection de lois écrites de l'humanité. Selon l'histoire, elle a été gravée dans la pierre volcanique vers l'an 1760 avant notre ère. Regarde la précision de ces gravures. C'est assez stupéfiant. Mais le contenu est également surprenant puisque ces 282 règles varient des réglementations commerciales aux lois strictes de la justice. Le fait est que les historiens n'ont pas de consensus sur la question de savoir si les Sumériens ont réellement été les premiers à inventer l'écriture. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des anciens Égyptiens. Arrêtons-nous ici. On pense que les établissements de l'Égypte ancienne ont commencé autour de l'an 5500 avant notre ère, ce qui est antérieur à la civilisation sumérienne. Mais souvenez-vous que j'ai dit qu'une civilisation avait besoin de quelques éléments avant d'être considérée comme telle. L'Égypte ancienne était composée de plusieurs petites cités-États, telles que Memphis, Abydos et Thèbes, disséminées le long du fleuve Nil. Ce n'est qu'en 3000 avant notre ère que l'Égypte fut unifiée sous un seul royaume et dura comme un empire jusqu'à près de 1000 avant notre ère. Bien qu'il n'y ait pas de consensus à ce sujet, certains experts en égyptologie estiment que ce pourrait être des immigrants sumériens qui ont fondé les premiers établissements égyptiens. La preuve pourrait être la présence de sceaux cylindriques en pierre dure, un objet largement utilisé en Sumer. Ces sceaux servaient à garantir l'authenticité des transactions légales. Mais il est difficile de déterminer si cette méthode a été introduite par des immigrants sumériens ou simplement par le commerce. Étant donné que la période de temps n'est pas l'un des critères que nous pouvons utiliser pour déterminer qui est venu en premier, nous devrons nous tourner vers autre chose. Mais quoi? Comme les Sumériens, les Égyptiens étaient également des constructeurs hautement qualifiés. Évidemment, ils ont construit les célèbres pyramides de Gizeh et bien d'autres sur tout leur territoire. Pour améliorer leur technique de construction, ils se sont immergés dans le développement d'une compréhension plus approfondie des mathématiques. Ils ont développé une nouvelle forme de mesure, appelée le coudé, qui était l'équivalent de la longueur d'un bras. La Grande Pyramide, par exemple, mesure 440 coudées sur 440 coudées. Ils étaient également des astronomes innovants, combinant leurs compétences mathématiques avec une observation astronomique attentive. Ils furent la première civilisation à utiliser une division du jour en 24 heures. Et ils ont même créé un calendrier solaire, qui fut le premier système de datation de l'histoire à comporter 365 jours dans une année. D'accord, il est indéniable à quel point ils étaient impressionnants. Mais certains experts disent que le différend doit être réglé par la comparaison de leur système d'écriture. L'écriture hiéroglyphique, le premier style d'écriture égyptien, remonterait à 3000 avant notre ère. C'était une composition de plus de 700 symboles qui étaient engravés dans la pierre. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que l'écriture sumérienne était antérieure à l'égyptienne. Mais une découverte récente faite par des chercheurs de Yale prétend le contraire. Des archéologues ont découvert un panneau de 4 signes qui aurait été écrit vers 3250 avant Jésus-Christ. Oh, et ils ont également trouvé un autre dessin sur roche représentant un éléphant enceinte qui pourrait dater de 4000 avant Jésus-Christ. Maintenant, il existe également une troisième possibilité que moins de gens semblent mentionner, la civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de l'Inde antique. Située autour de la région de l'actuel Pakistan et de l'Inde, la civilisation de la vallée de l'Indus est également un prétendant au titre de plus ancienne civilisation, en raison de l'origine historique incertaine de la collection de textes hindous, connue sous le nom des Upanishads. La civilisation de la vallée de l'Indus a prospéré autour de 3000 avant notre ère. Mais les archives montrent que les habitants de la vallée de l'Indus commerçaient avec les Mésopotamiens dès 3500 avant notre ère. Attendez une minute. Comment est-ce possible? Non, ils n'étaient pas des voyageurs temporels. Ce n'est pas un film de science-fiction. Il y avait déjà des établissements agricoles dans la région qui se développaient lentement en grandes villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro. Les anciennes villes indiennes étaient sophistiquées, remplies de maisons en briques cuites, construites selon un système de grilles. Ces villes anciennes possédaient même des systèmes de drainage et d'égouts qui reliaient la plupart des maisons et utilisèrent la gravité pour évacuer les déchets hors de la ville. Elles étaient vraiment avancées.
Ils étaient également une civilisation extrêmement religieuse, et les croyances hindoues étaient au cœur de leurs pratiques. Malgré cela, leur ville n'était pas remplie de bâtiments spirituels. En réalité, le bâtiment le plus important de Mohenjo-Daro était un bain public. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas savoir s'ils étaient la plus ancienne civilisation sur Terre? Même si certains historiens soupçonnent que les origines des habitants de la vallée de l'Indus peuvent remonter à 5000 avant notre ère, il n'y a aucune preuve concrète de cela, seulement des spéculations. La meilleure preuve que nous ayons sont les Upanishads. Les Upanishads sont des textes remplis de philosophie, de mantras et de cérémonies. Le fait est qu'une partie des pratiques hindoues consistait à mémoriser et à transmettre la sagesse des Upanishads sous forme orale. Ainsi, il a fallu un certain temps avant qu'elles n'apparaissent sous forme écrite. Eh bien, je dirais que les historiens ne sont pas vraiment sûrs de quelle était la première civilisation du monde. Nous ne pouvons que deviner à ce stade. Mais qui sait quelle nouvelle découverte pourrait révéler? Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquis, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent, et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère, et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquis a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu, et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Iquis, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Fermsis, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient mises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentaient de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères.
La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse. Et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Acrotyrie, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué.
Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux,
Et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines.
Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de ces vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Petra, s'appelle la Khazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Petra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes
et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire Maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre.
C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Ces personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la Terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmées,
Des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce.